Alors, on va parler de la fin de l'innovation. Est-ce que l'innovation s'arrête? C'est la thèse notamment de beaucoup d'économistes, dont Edmund Phelps, qui a été prix Nobel d'économie en 2006, si je ne me trompe pas, et qui dit que si la croissance n'est pas au rendez-vous en ce moment, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'innovation ou pas assez de pics d'innovation. Donc, on va débattre de tout ça. Il y a un rapport du Conseil d'analyse économique hein, qui parlait de ça récemment. On va parler de tout ça avec la crème sur le sujet de l'innovation. Alors, je vous présente Lorenzo Bustani, qui est ici, qui est le fondateur et patron de Mandala, qui est un cabinet de conseil en comment on traduit ça en français? Conscious Innovation. Je ne sais pas comment on traduit ça. Il va falloir que vous nous expliquiez d'ailleurs de quoi il s'agit. Clara Guémard, que tout le monde connaît, qui préside General Electric en France et qui vient donc de reprendre Alstom. Émeric Henry, qui est professeur à Sciences Po Paris, qui nous parlera notamment de la question des brevets et de l'open source, c'est son grand combat. Stéphane Israël, qui est le chairman et CEO d'Ariane Espace, qui lance donc des fusées européennes, mais aussi des fusées soviétiques, hein, parce que c'est ça qu'il fait, qui sont probablement les meilleurs, mais on en débattra. Alors il y a deux moustachus, je ne sais pas pourquoi on les a mis au fond là-bas. Il y a une mesure anti-moustachu, c'est bizarre. Donc Christophe de Margerie, qui est le patron de Total, comme chacun sait, mais qui parle du reste aussi, surtout d'ailleurs. Et enfin, Yossi Vardi, qui est le chairman d'International Technologies. Alors c'est une rockstar de la high-tech, hein. Il a beaucoup d'expérience. Il était notamment à l'origine de ICQ, le système de messagerie que vous connaissez sans doute. Et puis, pourquoi on les a mis ensemble, tous les deux? Vous êtes sûr, là? Donc c'est le Mick Jagger de la techno. Il nous parlera d'investissement, de nouvelles technologies, et puis d'Israël, qui est un pays un peu particulier par la densité d'entreprises innovantes et d'universités, le Technion en particulier, spécialisé dans les nouvelles technologies. Alors, je voudrais qu'on commence ce que je fais en général par une petite question rapide à laquelle vous pourrez répondre en quelques mots. C'est la question Stanley Kubrick. En 68, paraissait arriver sur les écrans 2001, l'Odyssée de l'espace. C'était en 68. Il y avait donc des voyages interstellaires, un ordinateur qui avait des sentiments. Est-ce que les uns et les autres, vous avez été déçus ou au contraire surpris par le niveau d'innovation, par les nouveautés qui sont arrivées ces 20, 30 dernières années, peut-être un peu moins pour vous et pour Clara, mais Laurencio, commence par vous. Est-ce que vous avez été déçu? For everyone's sake, I'm gonna answer in English. I hope that's okay. First of all, thanks for having me here today, my fellow panelists as well. I think I'd have to answer that question with a yes and with a no. Right. On the one hand, I think life expectancy has increased dramatically over the past 50, 60 years. A bunch of diseases have been eradicated as well. And we can finally feel like we're part of a global village thanks to the internet, which is something quite remarkable. On the flip side, we're living beyond our means, we're destroying the planet, and we're killing ourselves left and right. So I think we still have a ways to go, and I hope that over the next 30 to 40 years, things will improve. Clara Guémard. Non, je n'ai pas été déçue. Au contraire, je pense qu'il y a eu énormément d'innovations qui étaient totalement inattendues. Et tout à l'heure, avec Jean-Paul Fitoussi, je lui posais la question de savoir quelle était l'innovation qui l'avait plus marqué ces 70 dernières années. C'est amusant, on pourrait faire l'exercice. Je suppose que chacun aura une réponse différente dans cette salle. Ce qui est intéressant par rapport à l'Odyssée de l'espace, c'est que à cette époque, l'innovation, c'était d'aller conquérir ailleurs, et qu'aujourd'hui, la nouvelle conquête, c'est la conquête de l'humain, puisque c'est le sujet génétique, celui de l'humanité augmentée, du transhumanisme, qui est certainement, après Internet, après plein de choses, qui est la nouvelle génération de l'innovation qui est devant nous. Donc on revient finalement, d'une certaine manière, à l'humain. Émeric Henry. Moi, je dirais non.
Non plus. En partie à cause d'Internet, en partie à cause d'autres technologies dont on parlera sans doute aujourd'hui. Et si on parle de Kubrick, à la limite, peut-être qu'on n'a pas eu 2001 Odyssée de l'espace, mais on aurait pu avoir Orange Mécanique, on aurait pu avoir d'autres choses, donc estimons-nous heureux. On a parfois. On a parfois. Stéphane Israël. Bon, je ne vais pas répéter ce qu'on a dit sur Internet, mais à l'évidence, ça a été la grande innovation de ces 20 dernières années. Mais puisque le film, c'était celui de Kubrick, aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis, c'est beaucoup la rencontre du monde de l'Internet et du monde de l'espace. On pourra en reparler. Et puis nos amis américains, eux, maintenant, veulent aller sur Mars. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui sera atteint, mais nous, Européens, on pourrait réfléchir à la façon dont l'espace pourrait justement servir à connecter l'humanité entière. Et là, on aurait la synthèse de l'espace et d'Internet. Christophe de Margerie, qui est pensif. Oui, je suis pensif parce que je me souviens très bien de ce film. Pourtant, je venais à peine de naître. Et je trouve que la partie... ça commence, premier mensonge. Mais ça fait partie de l'innovation. Mais plus sérieusement, c'est effectivement un film qui m'avait beaucoup frappé. Orange Mécanique encore plus. Et puis il y avait un film beaucoup plus célèbre, à mon avis, de Kubrick, mais qui était un film sur la guerre de 14, tout à fait épouvantable, mais remarquable, ce qui prouve bien qu'un cinéaste peut faire énormément de choses, il est toujours dans l'innovation. Mais pour revenir au sujet, oui, je pensais qu'on serait aujourd'hui beaucoup plus loin. Mais effectivement, comme tu dis, Clara, un peu justement dans l'espace, qui n'est pas ce qu'on souhaite et c'est pas ça. Mais ce qui prouve que l'innovation, c'est difficile à prévoir et que ce qui était à l'époque l'innovation est aujourd'hui autre chose. Et pour ça qu'il faut faire attention sur les mots. Innovation, technologie, j'espère qu'on y reviendra, parce que ce n'est pas un manque d'innovation qu'on a aujourd'hui, c'est d'autres problèmes. Mais l'innovation de l'époque, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. On voyait des avions qui volaient partout tout seuls. Aujourd'hui, c'est plutôt des voitures. Pourquoi pas? Mais regardons quand même ça avec beaucoup de circonspection. Pourquoi? C'était un film. Et nous, on est dans la vraie vie. Yossi Vardi, what did you expect? Me? Yeah, you. Okay. Were you disappointed? No. First of all, we agreed, but we will do it later, that we want the audience to vote who has a more convincing mustache. But we will leave it to later in the discussion. I was when this movie Odyssey, Space Odyssey was shown, I was already much into the high tech and to technology, and yet I was and still very surprised of the rapid pace of development. If you think what happened and in what rate, it's like unbelievable. I still have a graph from 15 years ago which forecasted that around this time you will be able to pack a cellular transmitter into something which will which will weigh 1 gram, which for me was like inconceivable, and yet we are approaching this kind of miniaturization. We are approaching economy of scale which reduce cost of technology by 3 orders of magnitude. The GPS which you have in your phone, which costs $1.50, $2, the chipset, used to cost 20 years ago $20,000 if you put it in your boat. And yet today you get it in your cellular phone together with a terrific camera with 7 different networks, and it costs like second to nothing because of the mass production. So size went down, price went down, capacity was increased, and all these things are just now beginning to be manifested in products. People are talking now about Internet of Things, which is going to be much bigger than all the PC, telephones, tablets together. So it's really amazing. We have born into an era which there is a major shift in anything which civilization thought or dreamed for ages and ages and ages. As it was said, these tools can be great, can be bad. This we have to still
see. And yet, while all these wonders are going around, the basic sentiments which motivate the people are same as they were 3,000 years ago. People want to get a good story. People want to be healthy. People want to get dignity. People want to assure future for their kids. So we see on the one hand huge advancement, and on the other hand the basic sentiments are still the same. There are some also disappointment. You know, I'm still waiting for the innovator which will be able to develop a toilet seat which is not falling in the middle when you are using the toilet. So with all the ingenuity, mankind was unable to do it yet. The two of us are going to work on it together. Alors en fait, on est déjà rentré dans le sujet. Je voudrais commencer par Clara Guémard parce que il y a quelque chose que co-fabrique GE avec Safran, qui est le moteur CFM56. Alors ça ne dit pas grand-chose à tout le monde, mais c'est le moteur, si je ne me trompe pas, d'avion le plus vendu au monde, qui équipe les A320 et pour l'essentiel les 737 aussi. Ce moteur existe depuis combien d'années ? 40 ans. Alors est-ce qu'il y a eu de l'innovation ? Je me doute que ça s'est quand même amélioré. Mais quand on a un produit comme celui-là, c'est un moteur pour faire avancer un avion. Il y en a toujours deux, il y en a un sous chaque aile. Sur le fond, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment eu de l'innovation ou on est dans l'amélioration ? Ça rejoint la grande question de Phelps. Est-ce que les grandes vagues d'innovation sont terminées ? Finalement, qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire entre le CFM56 qui équipait la 320 en 1988 ? Bon, si vous me permettez un petit moment de publicité, merci. Le CFM56, c'est le moteur d'avion le plus vendu dans le monde. C'est ce qui équipe les monocouloirs. Donc, vous avez tous usé d'un CFM56, peut-être sans le savoir, mais en tout cas, il vous a transporté en sécurité. Et il y a une nouvelle génération qui est déjà une success story, qui s'appelle le LiPix, puisqu'on en a déjà vendu 9000 dans le monde, alors qu'il sortira des chaînes en 2016. Et le CFM56 qu'on fait en partenariat avec Safran, on en a vendu 29 000 et on continue toujours à en vendre. Alors évidemment, il y a eu des révolutions technologiques et dans le LiPix, qui est le nouveau moteur, non seulement des révolutions technologiques en termes de matériaux, puisque tout est en matériaux composites, mais surtout, c'est un moteur qui fait 75% de bruit en moins, qui va plus loin, qui consomme 25% de carburant en moins. Donc ce sont des révolutions technologiques très importantes. Mais surtout, au-delà du moteur lui-même, ça a changé le monde de moteur d'avion. Ça a changé l'économie. On parlait à table de la mondialisation. La mondialisation sans avion n'aurait pas été possible. La révolution, c'est le fait que vous allez avoir dans les 10 ans qui viennent 1 milliard de gens qui vont prendre l'avion pour la première fois. Que vous avez aujourd'hui des compagnies aériennes qui sont en train de se créer régulièrement dans les pays dits non plus, on dit plus émergents, on dit effervescents. Quand on écoute la jeunesse, ils disent les pays effervescents, qui sont en train de créer des compagnies aériennes justement pour ces gens qui vont voyager pour la première fois, et qui impliquent aussi des conséquences en termes d'environnement qui sont incalculables, comme vous le disiez, puisque quand on brûle une tonne de kérosène, c'est 2 tonnes de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère. Donc vous voyez que l'équation entre le développement du transport et la question écologique reste complètement posée. Et donc on a cette ambivalence entre l'enjeu de l'innovation et du progrès et de l'environnement. Mais au fond, ce n'est pas beaucoup d'efforts, de recherche pendant toutes ces années pour gagner 25% de consommation en 40 ans. Est-ce que ce n'est pas un peu décourageant ? Alors d'abord, un moteur qui permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite pour 1% d'énergie. Je pense qu'il y a plein d'innovations qui sont sur la table. Total, je sais, réfléchit à faire du carburant. Oui, il a la moustache qui frémit, il a envie de parler. Ouais, là. Oui. Monsieur Moustache, je ne vais pas parler à sa place, mais fait du carburant qui est complètement végétal. Donc il y a une innovation qui est extrêmement forte en termes aéronautiques. Mais je pense que
l'une des révolutions, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est aussi dans la façon dont on fabrique ces moteurs d'avion. Puisque aujourd'hui, on arrive avec l'imprimante 3D à faire en sorte qu'une pièce qu'on mettait 3 mois à fabriquer, on va la fabriquer en 15 jours ou même en 1 semaine, et qu'on ne va plus avoir besoin des mêmes armées d'ingénieurs ou des mêmes, pour fabriquer cette pièce, et surtout elle va peser 10 fois moins lourd. Donc la révolution qui est devant nous, que ce soit le moteur d'avion ou autre chose, c'est que le digital rentre dans la fabrication industrielle et change complètement nos processus, non seulement de fabrication, mais aussi de surveillance, puisque pour continuer sur les moteurs d'avion, mais je pourrais vous parler d'autres choses que fait General Electric, nous fabriquons aujourd'hui des pièces qui disent elles-mêmes quand elles vont avoir besoin d'être réparées. Donc tout ça, c'est pas d'innovation, je ne sais pas ce que c'est. Stéphane Israël, j'ai envie de vous poser la même question. Au fond, vous faites voler Ariane, et puis vous faites voler Soyouz aussi, qui est la fusée la plus fiable du monde, qui est une fusée soviétique qui a plus de 50 ans. Au fond, qu'est-ce qu'on a fait comme vrai progrès dans l'espace, dans les lanceurs depuis 50 ans? Alors, on se doute que c'est plus perfectionné, mais malgré tout, Soyouz vole encore. C'est une vraie question qu'on doit se poser quand même. Oui, alors c'est vrai que le premier, le Spoutnik, c'était en 1957, donc ça fait même plus de 50 ans. Et c'est vrai qu'ensuite, il y a eu la conquête de la Lune en 69. Et la troisième grand moment, ça a été la navette en 1981 des Américains. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les technologies des fusées, bon, il y a eu des évolutions, mais sont peu ou prou les mêmes. Alors, chaque continent a ses technologies favorites. Les Russes, ils ont un mode de propulsion qui n'est pas tout à fait le même que le nôtre, où ils utilisent le Kerolox. Nous, on est plutôt sur un mélange de poudre et de cryogénie, mais on est plutôt sur des évolutions incrémentales depuis la première Ariane, qui était pour Noël en 1979. Un perfectionnement en fait de ce lanceur qui a permis de le rendre de plus en plus puissant pour emporter des satellites de plus en plus gros dans l'espace. Et aujourd'hui, on va continuer sur ce chemin puisque finalement, avec Ariane 6 que les États européens préparent, on n'est pas sur une évolution de rupture. On est sur une évolution incrémentale où on se sert du design d'Ariane 5 pour faire quelque chose qui pourrait être moins cher. Ça, c'est vrai que c'est le pari aujourd'hui des Européens. Et aux États-Unis, vous avez aujourd'hui un pari sur une innovation de rupture. On verra si elle fonctionnera ou pas, qui est l'idée que dans une fusée, il y a plusieurs étages. Vous récupérez le premier étage de la fusée. Alors, si vous arrivez à faire ça, évidemment, ça va faire baisser drastiquement les coûts d'accès à l'espace. Et ça serait une innovation de rupture. En Europe, on est plutôt, avec Ariane 6, sur une innovation qui va nous permettre de faire un lanceur beaucoup moins cher, et dont l'innovation, ça sera surtout d'être moins cher, mais pas forcément d'être sur une innovation de rupture. Donc pas de rupture majeure dans l'espace ces dernières années. Vous allez plutôt dans le sens de Phelps, non, qui dit que... Il y a eu des ruptures, par exemple, du côté des satellites, mais là aussi, c'est intéressant. Les satellites, vous avez aujourd'hui un succès de la propulsion électrique, ce qui fait que les satellites pourront être plus légers, et ce qui est très intéressant pour les opérateurs de satellites, mais c'est une technologie qui existe depuis très longtemps chez Safran. Elle existe depuis très longtemps, et il se trouve qu'elle ne l'avait pas vraiment prise auprès des clients. Et là, il y a un frémissement de la propulsion électrique. Donc c'est vrai que l'espace, ça a plutôt été, ces dernières années, des briques qu'on a reconstituées pour avoir des lanceurs moins chers ou plus performants. Il n'y a pas eu d'innovation de rupture radicale. Yossi Vardi qui avait envie d'intervenir. You wanted to say something? Yes. Yes, just a short comment regarding cost saving in the space industry. It reminds me what Neil Armstrong said when he came back to Earth. They asked him, how was it feeling being hung up over there? He said, how was it feeling? It was feeling like being hung up on a device which is made out of 500,000 pieces, and each one is being bought from the cheapest bidder. Christophe, oui. Je crois que d'abord, je remercie Yossi qui a introduit un élément très important dans le débat sur l'innovation et la technologie, c'est le coût. Et le coût, ça fait partie de l'innovation parce qu'on peut faire plein de choses s'il n'y a pas de problème de coût. Et il faut faire attention parce qu'on est probablement dans une époque où on parle plus d'innovation que de technologie parce qu'en apparence, l'innovation, ça coûte moins cher.
Parce que l'innovation, c'est quoi? C'est comment faire différemment, utiliser différemment. Et sans rentrer dans des arguties avec Stéphane, moi je parlais plutôt de technologie de rupture plutôt que d'innovation. Parce que l'innovation, par définition, ce n'est pas une rupture, c'est un changement. Donc il est continu. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est qu'on parle d'innovation, on ne parle plus de technologie. La technologie, c'est avec elle qu'on fait de la rupture. Alors en même temps, il y a de la technologie dans l'innovation, l'innovation dans la technologie, il ne faut pas non plus se perdre dans les mots. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle aussi peu de technologie? Je suis surpris. Pourquoi est-ce qu'on veut revenir à l'innovation? J'aimerais bien que ce ne soit pas parce que justement on a des problèmes d'argent et que donc on ne sait plus très bien comment faire. Parce que la recherche et le développement, ça coûte une fortune. L'État français, c'est quelque chose. Il y a ce fameux crédit impôt recherche qui fait tellement débat en ce moment. Donc tout ça, ce sont des vrais sujets. Est-ce qu'il y a aujourd'hui de la rupture dans l'air? Oui. Je pense que, comme tu l'as dit, Clara, utiliser de la biomasse pour faire voler un avion, si ce n'est pas de la rupture, je ne sais pas ce que c'est. Alors la rupture, c'est effectivement combien je vais pouvoir en mettre. Aujourd'hui, bien évidemment, on peut en mettre très peu. Sinon, personne n'oserait voler dans un avion qui serait exclusivement à partir de biomasse. Donc le fait d'arriver un jour avec plus en plus, c'est une rupture de fonctionnement, c'est surtout une rupture d'attitude. Avant, biomasse, c'était réservé, franchement, aux voitures, au sol. Pouvoir penser qu'on puisse faire voler un avion, c'est un énorme changement. Ce n'est pas que l'innovation, là. C'est de la rupture de concept. Les gens vont éventuellement plus avoir peur, compris moi. Et puis je ne pourrais plus surtout utiliser l'argument qu'à partir du moment où ce n'est pas du pur bon produit fossile, eh bien c'est dangereux. Stéphane ne l'a pas dit, mais pendant longtemps, le produit qui permettait à ces objets non identifiés de monter là-haut, c'était un fuel spécial fabriqué par Total. Secret d'État, on n'avait pas le droit de le donner à personne, parce qu'il était protection et privé. Ça venait de ce bon vieux pétrole, et uniquement. Et c'est pour ça que, je vais terminer là-dessus, parce que je n'ai pas de choses à dire après, mais il faut arrêter l'antagonie. C'est-à-dire, on a pu faire, avec le pétrole, des progrès fantastiques qui ont permis aujourd'hui de faire des petites machines qui permettent aujourd'hui de tout faire. Mais ce n'est pas parti des fleurs, ce n'est pas parti de la nature, c'est parti de technologies métallurgiques importantes. Et avec ça, maintenant, on fait d'autres choses. Et avec autre chose, on va progresser. Donc le progrès, c'est surtout pas basé sur le déni et le non-accepté. C'est basé sur qu'est-ce que je fais pour que ça soit mieux. Et c'est ça l'innovation. L'innovation, c'est comment utiliser de nouvelles technologies qui sont ou pas complètement de rupture. Les Américains, ils adorent, ils appellent ça des breakthrough technologies ou des game changers. Okay, mais nous, c'est de la rupture. J'aime pas le mot rupture, parce qu'on n'aime pas faire de la rupture. Rupture, ça veut dire se séparer. Ben, je fais exprès d'utiliser les mots. Ce qu'il nous faut, c'est ensemble. Ensemble, est-ce qu'on peut faire des choses? Oui. Est-ce qu'on peut faire de la biomasse salle, et du pétrole ensemble? Oui. Est-ce qu'on peut passer tout de suite à la pure biomasse? C'est une bêtise. Et le coût serait énorme. Merci aussi de ramener quand même les choses à quelque chose. C'est si jamais il n'y a pas de problème de coût, s'il n'y a pas de problème d'environnement, s'il n'y a pas de problème d'emploi, on peut faire plein de choses. J'ai eu ce débat avec un ancien ministre, pas si longtemps, et qui me disait, chez Total, vous n'innovez pas assez, vous n'êtes pas assez automatisé. Oui, je dis, c'est vrai. Mais combien d'emplois en moins, monsieur le ministre? Parce qu'automatiquement, si jamais je fais plus d'automatisation, si je fais plus, etc., eh bien sûr que j'aurai moins d'emplois. Alors avec ça, on pourra peut-être faire autre chose, mais pas nous. Et c'est ça qui est beau dans un pays, c'est de comprendre que c'est ensemble qu'on y arrive, et pas avec une rupture sociale, mais avec des breakthroughs technologiques. Mais non, parce que cette question est très importante, parce que tout le monde ici, moi j'ai lu Schumpeter, moi j'ai appris ça pendant les cours de Jean-Paul Fitoussi à Sciences Po. Il faut détruire pour reconstruire. C'est absurde de penser ça, Christophe? C'est débile. Schumpeter, débile? Mais il est hors du temps, c'est comme Colbert. Voilà, il faut changer. Il y a des Schumpeter, c'est Schumpeter. Maintenant, il y a Stéphane Israël, il y a Clara Guémard, aussi, il y en a plein d'autres. Non, mais je suis sérieux, Schumpeter, c'est très bien. Il nous faut des références. Puis regarder le passé, c'est toujours une manière de voir ce qu'on peut faire mieux. Mais clairement, baser quelque chose sur la destruction, moi je veux bien, mais non, je pense qu'on peut faire plus intelligent. Et en tout cas, si on aime l'emploi, c'est certainement pas la solution. On a un professeur d'économie sur scène. Qu'est-ce que vous en pensez de la théorie de Phelps? Parce que ça se vérifie qu'il y aurait moins d'innovation et donc moins de croissance. Ça, c'est la théorie de Phelps. Est-ce que d'après vous, c'est crédible, cette thèse? Donc,
déjà, on parle beaucoup de rupture, là, et je partage le point de vue qui a été exprimé avant, c'est que ce qui compte du point de vue de la productivité, de la croissance, pas forcément ces grandes ruptures. Et d'ailleurs, on a un peu exagéré le trait sur Schumpeter, sur son message exact. Il avait une vision un peu d'une échelle, ce qui est la théorie de la croissance, qui est une échelle où on monte. On n'a pas besoin de faire un saut et casser toute l'échelle. Il y a une évolution. Et ce qui compte, c'est pouvoir mesurer, est-ce qu'on continue à innover même si on n'a pas de rupture catégorique. Et le deuxième point, c'est est-ce qu'une fois qu'on innove, est-ce que les innovations sont adoptées par la société? Et là, je pense qu'il y a un pendant qui est aussi important, c'est la diffusion des technologies, à la fois dans l'entreprise et dans les ménages. À quelle vitesse ils sont adoptés? Et c'est là qu'il y a eu la grosse évolution dans les dernières années. Plus que dans le processus d'innovation, on adopte plus vite les technologies. Et le retard des pays qui adoptent le plus vite par rapport à ceux qui adoptent le plus lentement, c'est beaucoup amenuisé. Maintenant, on essaye de mesurer un petit peu le temps que ça prend, par exemple, disons à l'Espagne, pour atteindre le taux d'usage de l'ordinateur par habitant qui était celui des États-Unis. Et on regarde combien de temps il fallait remonter en arrière pour avoir ça. Donc un délai de diffusion. Et ces délais et donc ça apparemment, c'est dans les années 2000, c'était 13 ans sur ce cas particulier. Ces délais se sont raccourcis de plus en plus. Donc, les technologies se diffusent plus vite, et ça, c'est beaucoup plus important que ces discussions, à la limite, est-ce qu'il y a des grosses ruptures, à quelle vitesse on adopte les technologies. Est-ce que ça se mesure, le niveau d'innovation d'un pays, d'un continent? Est-ce qu'on peut mesurer ça? Ça, c'est une très bonne question. Donc, je suppose que si Jean-Paul Fitoussi m'a fait venir, c'est pour donner des chiffres et donner des mesures. Et là, je vais le décevoir parce que l'innovation, c'est foncièrement, on n'est pas d'accord sur comment le mesurer. Alors, peut-être qu'on va avoir d'autres points de vue. Les mesures classiques, c'est les mesures d'investissement. Quel pourcentage du PIB on investit dans l'innovation? Et l'autre, c'est une mesure de production. Mais là, évidemment, quand on dit investissement, on se dit, l'investissement, il est plus ou moins productif. Peut-être qu'il est devenu moins aujourd'hui. Donc on investit à peu près pareil, mais c'est peut-être beaucoup moins productif. L'autre mesure, c'est les brevets. Beaucoup de gens regardent le nombre de brevets soumis. Et là, on a de nouveau une très mauvaise mesure parce que la législation a évolué, parce que les brevets, dans beaucoup de secteurs, on ne brevette pas. Donc une question difficile. Et maintenant, il y a beaucoup de nouveaux indicateurs qui viennent à être mis au point, où on essaye d'inclure des choses comme le système éducatif, qui sont des parties intégrantes de la capacité à innover. Donc, pour aller au-delà un peu de ces mesures classiques. So just to complement on that, if we're going to talk about metrics, then it begs the question why we're actually innovating in the first place, and what we perceive to be the role of commerce in modern society, right? And if you're innovating to develop a product or a service that generates profit and that enriches shareholders, then you're going to have one set of metrics. But if you see commerce as a driving force to contribute to people's health and happiness, then you can think of a myriad of different metrics that look at the collective prosperity of a country and the extent to which commerce is actually contributing to that. And there's a very inspirational example of the Himalayan kingdom of Bhutan that instead of measuring GDP, measures GNH, which is gross national happiness, and looks at noise pollution, looks at the number of psychotherapy patients in the country, the divorce rates, individual freedoms, things that I think we would all agree are important for one's well-being. So the question is, in modern society, when we're making decisions of where to put our money, what standard will we hold companies to with respect to the legacy that they're going to leave behind? Is it just going to be exploiting a consumption market, or is it going to be part of a larger reflection about the role that that company can have in actually improving people's lives? Bhutan is a low innovation, low technology country. So you think we could be happier? Well, they're happier and healthier than the United States, for example, where 70% of its population is on prescription medication. Life expectancy is quite low in Bhutan. I'm not sure what the life expectancy is. Yeah, well, it's interesting. Yeah. Clara Guémard, et après Yossi Vardi a envie de réagir. Voilà, je voulais réagir sur ce point parce que je pense que c'est un point crucial sur ce débat de la fin de l'innovation. D'abord, je me souviens,
je ne sais pas, je crois que c'était dans les années 90, après la chute du Berlin, où un éminent historien qui avait déclaré que c'était la fin de l'histoire. La suite a prouvé combien il avait raison, donc je suppose que là aussi, c'est un effet de mode, c'est d'ailleurs bien. Mais ça ne l'a pas découragé, il vient de publier un nouveau livre. Hein. Oui, j'ai vu. Ça permet de débattre sur la fin de l'innovation, mais je pense qu'il y a un point très important qui a été soulevé, qui est la façon dont on mesure l'impact de l'innovation. Et si je prends l'exemple dans le domaine de la santé, quand vous fabriquez un mammographe qui est plus performant, qui permet de prévenir le cancer du sein, ou quand vous regardez la façon dont vous pouvez anticiper par des IRM plus précoces les cancers, vous voyez le coût sur la sécurité sociale, donc ça impacte le PIB, ça impacte les déficits, mais vous ne mesurez pas l'impact, le bénéfice que ça a sur la population, sur le fait que les gens vont vivre en meilleure santé, plus longtemps, vont être plus productifs. Et le deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est que quand vous regardez le PIB d'aujourd'hui et le PIB d'il y a 10 ans, admettons qu'il soit au même niveau, ce que vous avez pour le même PIB est beaucoup plus important aujourd'hui parce que vous avez un ordinateur qui vous permet d'avoir accès, de pouvoir faire des films vous-même, d'avoir accès à des bibliothèques auxquelles nous, on n'avait pas accès, d'avoir un accès à la connaissance, d'avoir accès au partage d'informations, de données, d'amitié, de tout ce qu'on veut. Et ces données immatérielles ne sont absolument pas calculées dans le PIB. Donc ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Et la deuxième remarque que je voulais faire sur la rupture d'attitude dont parlait Christophe, je pense qu'elle est extrêmement importante, et sur la différence entre l'innovation et la technologie. Je pense qu'il y a aussi un autre élément qui est que l'innovation, elle naît de l'invention. Sauf qu'on sait dans l'entreprise comment on peut construire des processus pour améliorer des technologies, mais l'invention, on ne sait pas comment on crée l'invention. Et il y a 3 conditions à l'invention. Le premier, c'est le lieu. Est-ce qu'on est dans un environnement qui est amical pour l'invention, pour l'inventeur, et je pense que s'il y a une terre qui sait faire ça, c'est les États-Unis, même s'ils ont par ailleurs d'autres problèmes qui sont les mêmes que les nôtres, que le déficit public. Donc ce n'est pas le déficit public qui empêche l'invention ou qui empêche l'innovation. La deuxième chose, c'est la rareté. C'est ce que disait Christophe sur le fait qu'il ne faut pas que ça coûte cher. C'est la rareté qui permet l'innovation, c'est le manque qui permet la rareté. Et la troisième chose, c'est la proximité. C'est la proximité par rapport aux besoins qui permettra cette innovation du futur. Yossi Vardi, vous vouliez réagir? Ah, ça y est, on l'a perdu. Yossi? Yes, couple of comments on the things which have been said so far. Number one, regarding all the good Schlumpeter, I beg to differ, Christoph, because if we take the internet, I don't know about energy, but about the internet, it was a tsunami of destructions of one industry after the other. You look what happened to the music industry, to the publishing industry, to the newspapers. To the newspapers, to the TV, to the cellular with voice over IP and with all these things which are coming from the left field and disturb and distract industries. And on the destruction of this industry, we see wonderful new industries or reshaping the old industries coming up. Didn't happen yet in energy, so you are very lucky. In the energy where we saw a major change in the last 40 years is the weight of the energy in the GDP. It's about 50% of what it was used to be 40 years ago. So energy efficiency grew, but energy alternatives didn't grow. In the United States, still about 25% of the energy is provided by coal as it was in 1970. So I think that the role of destruction is positive, it's unavoidable, and we just see the beginning, I think. Second comment regarding the end of innovation or not. I think this is the end of the old paradigm of innovation as we knew it for the last, I don't know, maybe 130 years. 130 years, the mechanism was always the same.
a new industry popped up from the hobby shops. Where will it be flying industry or car industry or cable TV industry? It would come from 500, 1,000 innovators. Then the financial guys from Wall Street would come with their stripe suit and do roll-up of the industry, consolidating it to few giants, and then the industry would be mature. And at the end of the day, if you wanted to innovate, you will have to work either at General Electric or General Motor or General Mills or General Eisenhower. You had to go to some general, because less than general, you were not able to innovate. Or in some big institute, will it be government, academia, or few business, or Bell Labs, which was really a great house of innovation. But you had to be a soldier within a group of another 30,000 guys. You had to go to ask for budget allocation. It would have to go 6 levels up until it will hit somebody who is incompetent and because otherwise he wouldn't be pushed up. He would stay and do something productive down. And innovation was a struggle. Yet you saw some great institutions, but not very many, which created great innovations, as we say, General Electric, Bell Labs, and some other wonderful labs. But it was not a democratic process. What happened in the last 20 years is something amazing. Something amazing. The DARPA and the space program of the United States was able to demand a chip of 64 bits to do the calculation in order to send space vehicle. And then 100 million kids came with the release of the PlayStation and the Xbox and said, 64 bits are not enough. We need 8 colors are not enough. We want 64,000 colors. We want 50 grades of gray and 50 grades of shades of red and 50 shades of yellow. Why they need it, I don't know. But they usurped the agenda. And now these kids are defining the agenda. If the thing doesn't satisfy them, it will not sustain. More than that, when in '96 I funded the 4 Israeli guys which created the first internet-wide instant messaging, which some of you, the old ones among you, may use it. It was called ICQ. In order to do it, we need to buy servers, we need to have operation room, we need to have network administration. At the end of the day, we were unable to fund the thing, and we sold the company to AOL because we were sure that we will go out of business with inability to support the business. Today, a kid with an idea, what he needs 4 things. He needs a desk, or he can work on his laps, though it may risk his future genes, but that belongs to a different story. You need a desk, you need a laptop, you need a cellular phone, you need internet connection, and you need account at Amazon Web Services. This is what he needs. For $2,000, you have a full shop. You can develop the most fantastic things. Now think about these kids as ants. There are millions of them. And they are conquering the world. And they were in the beginning in the United States, and then they came to the West world. Now you see the Western world. Now you see them all over the Far East. You see them in South America. You see them in East Europe. They come with brilliant ideas. They can go and execute it. The whole thing is now upside down. They used to beg on their knees the big companies to listen to them. Now Apple and Google are making competition. Who will be able to attract more of these developers to post their products on the App Store? So it's a whole new paradigm of innovation. It's called open innovation. It's democratic. It's meritocracy. How do you say? It's by the merits. If you're good, you can do it. If you don't good, it won't help you. If your father was the prime minister, he cannot get you
cannot get you a job. It's the play of talent, it's the dynamics, it's the passion of the kids, it's their need to go and prove themselves. This is the innovation of the 21st century, and the old innovation is out, the new innovation is in, and what we see now is just the beginning. Christophe, est-ce que Total, c'est la vieille innovation? Non, mais I have a problem because I would like to answer to you, but I'm turning my back, and I don't want to speak English, by the way, but why not? Well, I totally disagree. That's good. C'est bon, ça commence. Mais pas complètement, you see. Tu dis que, effectivement, l'innovation peut entraîner la destruction. Il faut parler près du micro. Oui, pardon, mais c'est difficile de oui, tourner c'est le pas dos gentil, quelqu'un. mais c'est pas grave. Oui, mais la prochaine fois, on va mettre au milieu. Alors, I'm used to it. I'm used to good. But I am not used to it. Mais je vais comme aller sur le point. Oui, l'innovation peut entraîner la destruction, mais on ne recherche pas la destruction. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Qu'aujourd'hui, Internet a entraîné la destruction d'un certain nombre de choses, bien sûr, mais est-ce que quelqu'un a voulu dire « je vais faire Internet pour détruire ceux qui n'utilisent pas Internet » ? J'espère que non. Sinon, ce sont des fous furieux. Donc, que l'innovation traite des changements, que l'innovation traite effectivement de temps en temps des destructions complètes et des retours à autre chose ou à du futur. Mais ce n'est pas la destruction qui était recherchée. Donc, bâtir quelque chose sur « je détruis pour reconstruire », je ne suis pas d'accord. Deuxièmement, quand on dit qu'il y a l'innovation ancienne et l'innovation moderne, non. Il y a l'innovation. Il n'y a pas l'innovation des jeunes et l'innovation des vieux. Il y a des innovants jeunes, il y a des innovants vieux, il y a des cons jeunes, et il y a beaucoup de cons vieux, c'est vrai. C'est vrai que ça ne s'améliore pas en général avec l'âge. Mais on ne peut pas dire qu'il y a l'innovation des jeunes. Parce que je pense, pour revenir à l'entreprise, parce que l'entreprise est au centre de tout ça, et sur le calcul dont on parlait tout à l'heure, sur le plan économique, qui est très difficile, parce qu'effectivement, comme le dit aussi, le monde a tellement bougé qu'on ne peut plus calculer l'innovation sur une base de combien de brevets, combien, etc. Et par contre, sur le succès. D'abord parce qu'une entreprise, s'il ne gagne pas d'argent, ne peut pas faire de recherche. Une entreprise qui ne gagne pas d'argent ne peut pas faire d'innovation. Pourquoi ? Parce qu'elle est toujours à la recherche de quelque chose. Donc quand même, le succès dans une entreprise, ça prouve qu'elle est innovante d'office. Parce qu'elle s'il n'est pas innovante, dans un monde, comme tu l'as dit, dans un monde où on n'a plus le droit au monopole, heureusement, on ne devrait pas avoir droit aux oligopoles, ça c'est moins sûr. Bien, si on est vraiment dans un monde comme ça, indépendamment de ce que dit Lorenzo, que je partage aussi sur la qualité de vie, mais qui serait encore un autre débat, bien automatiquement, la société, qui n'est pas innovatrice, elle ne résiste pas. Donc ce n'est pas difficile à vérifier. Si une société comme Total est toujours dans notre métier, c'est parce que nous sommes innovants, sinon on ne serait plus là. Si jamais les renouvelables vous avaient remplacé, ça se saurait. Donc l'innovation, elle est quoi ? C'est la réussite. Et une société qui ne réussit pas, eh bien, elle ne peut pas être innovante, parce que l'innovation, ça ne s'invente pas. L'innovation, ça ne se décline pas. L'innovation, ça se fait. Eh bien, aujourd'hui, Total, c'est une société curieuse, parce que nous sommes probablement la seule société pétrolière qui soit véritablement dans le renouvelable à grande échelle. On est la deuxième société solaire dans le monde. Personne ne le sait. Pourquoi ? Parce que c'est du renouvelable et qu'on croit qu'effectivement, c'est une source complémentaire d'énergie plus propre. Mais notre but, nous, c'est d'apporter de l'énergie à nos clients et d'apporter le plus propre possible, mais aussi le moins cher possible. Donc voilà, une société innovante, elle prend des risques avec le solaire. Aujourd'hui, est-ce que c'est aussi rentable que le pétrole ? Non. Est-ce que le pétrole peut être innovant ? Mais bien sûr. D'abord, la molécule de pétrole, ça a toujours été, les chercheurs vous le diront, la molécule la plus facilement transformable en toutes sortes de matières. Alors que le gaz, ça l'est déjà moins. Et que par définition, l'uranium encore moins. Et que depuis l'origine des temps, eh bien, on n'a pas trouvé de nouvelles formes d'énergie primaire que l'uranium, c'est la dernière. Il n'y en a pas eu depuis. Parce que le vent, ce n'est pas nouveau, le solaire, ce n'est pas nouveau, et la biomasse, par définition, ce n'est pas nouveau. Donc voilà, moi, ce que je passais comme message, c'est l'industrie. Non, ce sont les entreprises qui doivent faire l'innovation avec l'aide de chercheurs, avec l'aide de l'État, éventuellement. Mais d'abord, elle ne peut pas innover si elle ne marche pas. Et de toute façon, si elle n'innove pas, elle disparaîtra. Donc vous n'avez pas de difficulté à trouver. Donnez-moi le nom d'une société innovante en perte perpétuelle. Je pense que je ne l'achèterai pas. Mais alors donc, le niveau d'innovation d'une société globalement est mesurable par le taux de profit des entreprises. Parce qu'en France, on a quand même ce problème, c'est que le taux de marge des entreprises est assez faible, historiquement. Est-ce que ça veut dire que les entreprises n'ont pas assez innové ? Non, c'est pas ça ? J'ai pas parlé justement de profit,
j'ai dit de succès. C'est important parce que ce n'est pas la taille des profits qui fait le succès. Selon le métier, selon les risques, on doit gagner plus ou moins d'argent. Quand on va dans des pays difficiles, on s'attend effectivement à gagner plus d'argent que dans des pays plus faciles. Donc à nouveau, il n'y a pas de taux de rentabilité, j'allais dire, général. Il y en a un en fonction des risques que l'on prend. Ça s'appelle le risk-reward en anglais. Mais gagner plus d'argent, non, ça ne veut rien dire. Si jamais c'est fait effectivement au détriment de la recherche et d'innovation, la boîte, elle va perdre son innovation, elle va perdre sa compétitivité et elle va disparaître. Donc le profit, court terme pour le profit, est forcément une source de destruction, de valeur. Mais ce que je disais, je ne parlais pas de taille de profit. Je parlais de profit et de se situer dans son secteur, dans le domaine le plus compétitif. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde compétitif et l'innovation, c'est la compétitivité. Aymeric Henry, là-dessus, qui va peut-être nous parler de Marx, qui déjà parlait de ça. La fin de la technologie, c'est la fin du profit. Donc, je pense que justement Mais Arnaud Montebourg, il n'a pas lu assez Marx, je pense. Il approuve. Je serai le dernier socialiste que je vous dise. Le profit est sans doute est un mauvais indicateur, justement. Mais ça revient un petit peu... Là, c'était une belle envolée lyrique qu'on a eue, mais il y a un petit peu cette évolution. Toute l'histoire de la croissance, cette histoire d'échelle, c'est qu'il y a une entreprise qui innove, qui se retrouve leader sur un marché. Par conséquent, elle a effectivement des profits. Donc là, on peut se dire, c'est une bonne indication qu'elle a innové, puisqu'elle se retrouve avec beaucoup de profits. Mais la deuxième phase, c'est qu'il y a de l'entrée. Et effectivement, ces profits, les gens continuent à innover, ils rattrapent. Et c'est au moment où le marché devient trop concentré, donc les profits ont été un peu dilués, qu'on arrive à cette nouvelle tentative d'échapper à la compétition pour avoir cette nouvelle... Donc on retrouve l'histoire des petits innovateurs, on se retrouve avec une grosse boîte, et après on essaye d'échapper de nouveau pour passer à l'autre. Oui, j'ai entendu ça, c'est la théorie des 3 I, c'est ça ? Oui, c'est Warren Buffett qui dit qu'il y a le temps des 3 I dans l'évolution humaine, il y a le temps des innovateurs, le temps des imitateurs et le temps des imbéciles, et il continue en disant que je pense qu'on est dans le temps des imbéciles puisqu'on a cru que les arbres montaient jusqu'au ciel. Qui sont les imbéciles alors ? C'est tous ceux qui ont cru que les arbres pouvaient monter jusqu'au ciel. Donc voilà, c'est Warren Buffett qui a dit ça au moment de la crise financière. Mais c'est assez juste d'ailleurs, parce que ça reprend bien le cycle de l'innovation qui est que il y a l'invention, après il y a l'innovation, il y a ces généralisations, et après il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent faire le beurre et le fromage avec l'innovation qui a été conçue par d'autres. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se renouveler systématiquement ? Non, mais c'est un renouvellement perpétuel. Il y a des sociétés qui existent depuis 90 ans, comme la nôtre, elle n'est pas morte encore. Et ça va. Donc, je veux dire, on n'est pas obligé toujours de penser que c'est quelqu'un d'autre. Apple se ressource régulièrement. Puis, pour ça, une société qui ne fait pas de profit, Apple, c'est un mauvais exemple. Ça marche bien, quand même. Rien n'empêche d'être celui qui passe au nouveau niveau de l'échelle, d'être un des acteurs existants. Il n'y a pas de... Voilà, il y a quand même un truc qui est intéressant dans tout ce qui a été dit et qu'on pourrait rajouter, c'est qu'aujourd'hui, dans l'innovation, en tout cas dans l'innovation technologique, je ne parle pas de l'innovation sociale, qui est un autre domaine, c'est que d'abord, Christophe l'a dit, cette innovation, elle coûte cher, même si c'est vrai qu'elle peut être inventée par l'invention peut être inventée par des jeunes derrière deux mains derrière un ordinateur. Après son implémentation, comme on dit, elle coûte cher. Et comme c'est un coût fixe, comme en bon français, et c'est ABBA, le chanteur ABBA qui le disait, the winner takes it all. C'est la bataille entre Apple et Samsung. C'est-à-dire que c'est vraiment une bataille où l'innovation n'est d'abord pas une assurance vie, et surtout, c'est une bataille planétaire où la conquête, c'est the winner takes it all. Et c'est ce qui rend aussi cette question de la fin de l'innovation encore plus frappante, parce que c'est vrai que l'innovation de rupture devient aujourd'hui une forme de nécessité. C'est-à-dire qu'il faut toujours monter une marque supplémentaire qui soit totalement différenciante pour pouvoir continuer à être dans la course. Et ça, c'est Marx. Just to add on what she just said, I think it's great because innovation is actually a state of mind, right? It's you being able to let go of previously existing paradigms
and accepting that there's a new way to look at business and the value that business can drive within a society. And what's behind this entire discussion is a notion of time as well, the cycles within which you measure innovation. And I think there's an important thing that we did not discuss here, which is some of the limits that large public companies have regarding innovation. Because the company's ability to invest in innovation, at the end of the day, really depends on its ability to take on debt, to invest in a new factory or into a new whatever. And its ability to take on debt really depends on quarterly financial results. So in a way, public companies, they're hamstrung from thinking about long-term disruptive innovation because of how capital markets are structured. So liberating yourself from that paradigm and accepting that innovation will actually mature and consolidate itself over a longer period of time, over a cycle that's more coherent with the actual cycles of life and from the natural systems from which we extract resources, then you start appreciating innovation, I think, in a much more holistic and comprehensive way. C'est là, Stéphane Israël. Ouais, quelques réflexions par rapport à ce qu'on s'est dit. J'étais dans la Silicon Valley récemment et j'avoue à ma courte honte que c'était la première fois que j'y allais. Et j'ai quand même été frappé par quelques éléments. D'abord, quand vous allez chez Google, tout le monde est jeune. Mais c'est presque terrifiant, honnêtement. C'est-à-dire que vous ne croisez pas d'employés qui ont plus de 35 ans. C'est quand même assez particulier et on se demande où sont les autres. Parce que quand même, il y a un moment où on a tous... Ok, donc c'est pas très... Voilà, c'est ce que... Je n'avais pas cette réponse, mais je pense que c'est un côté inquiétant. Enfin, c'est à la fois enthousiasmant, mais un petit peu inquiétant. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'innovation là-bas sans incarnation. Et on vous dit, bah là, c'est la tribune où M. Larry Page, tous les vendredis, parle à ses salariés. Et c'est quelque chose d'assez ritualisé. Et donc, il y a une véritable mythologie autour du patron innovant. C'est Larry Page, ça peut être... mais pas toujours. Jeff Bezos, mon concurrent dans le domaine des lanceurs est aussi une star mondiale. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement incarné. Il y a même une religiosité. Quand vous parlez aux salariés de Google, ils vous disent « We are going to change the world ». C'est ça le but. Et c'est vrai qu'il y a peu d'entreprises en France. Aujourd'hui, on dit ça. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans ce mindset. Et puis, aussi, il y a l'idée qu'on est prêt à échouer. Alors, c'est un peu banal, mais on ne peut pas innover sans être prêt à échouer. Et c'est vrai que dans une entreprise comme Google, vous avez beaucoup de projets concurrents. Il y en a beaucoup qui ne verront jamais le jour, mais ce n'est pas grave. Et vous déjeunez avec un Américain qui vous explique qu'il va faire un truc qui va coûter 10 milliards et le lendemain, c'est terminé. Mais entre-temps, il a constitué une équipe. En France, c'est quelque chose qu'on voit moins. Et donc, il y a toute une dimension de rêve qui tire l'innovation. Et on le voit là-bas. Et puis, j'aimerais dire, il y a aussi quand même l'État, qui est quand même l'acteur caché. L'État par la commande publique, et vous savez qu'aux États-Unis, quand même via le Pentagone, via les dépenses militaires, c'est le grand sourire d'Arnaud Montebourg au premier rang. C'est ça qui tire l'innovation. Alors, ça ne veut pas dire que l'État fait à la place d'eux, mais c'est ça qui tire l'innovation, ou beaucoup. Donc voilà, tout cet écosystème un peu particulier. Et peut-être une dernière chose, c'est aussi, ce qui est très frappant, cette rencontre d'univers différents. Et vraiment aux États-Unis aujourd'hui, l'espace est totalement revigoré ou révolutionné par des acteurs de l'Internet. Pour parler de Bezos, par exemple, il est allé avec le consortium Boeing-Lockheed faire un nouveau moteur. Quel rapport entre Amazon et un moteur de fusée? Voilà, c'est des choses comme ça mute et ça fait partie de l'innovation. Christophe de Margerie, ensuite je voudrais poser la même question à Yossi et Lorenzo sur cette question culturelle. C'est pour reprendre ce que vient de dire Stéphane. Et à nouveau, ça n'est pas la première fois que je viens à Silicon Valley. Mais je suis plus vieux, donc j'ai pu voyager plus souvent. Tu vois, c'est aussi l'avantage d'être vieux. On peut aller plus souvent quelque part, y compris dans des endroits comme ça. Et on a deux entreprises dans la Silicon Valley importantes. SunPower, c'est dans la Silicon Valley. Et le patron, Tom, je ne donnerai pas son nom, c'est pas la peine, il est connu. Tom, il a pas loin de mon âge. Et c'est un sacré innovateur. Puis surtout, à 100 km de la Silicon Valley, il y a l'Antelope Valley, qui est effectivement toujours en Californie. C'est là où il y a les panneaux solaires qu'ils ont inventés dans la Silicon Valley. Eh bien, qui les fabrique, qui les monte? Ce sont de vieux Indiens,
de vieux Mexicains. Non, mais ils ont plutôt une moyenne d'âge très nettement supérieure à ceux de la Silicon Valley. Et s'ils n'étaient pas là, la Silicon Valley, elle ne vivrait pas. Donc il faut faire attention à cette notion de pas, etc. D'autant plus qu'aujourd'hui, ce qui gagne le plus en nouvelles technologies dans le solaire, ce n'est pas tellement sur le rendement, le yield, on a déjà atteint des niveaux records, en particulier SunPower, qui est le leader en matière de rendement, mais c'est au contraire, c'est sur la pose des panneaux. C'est sur leur possibilité d'être inclinés quand le vent augmente trop, etc. C'est le lavage des panneaux. C'est toutes sortes de petites choses qui sont des petites innovations et qui ne sont pas effectivement faites dans la Silicon Valley, mais qui sont faites ailleurs et qui font que l'ensemble fonctionne. Donc je me battrai toujours pour éviter qu'on dise il y a les jeunes, il y a les vieux, c'est ça, c'est la rupture. Non. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il n'y a pas de Silicon Valley en France? Ça, c'est un vrai sujet. Alors justement, ça c'est un autre sujet. Mais de dire simplement il y a des jeunes dans la Silicon Valley et les vieux, ils ont été tués, bah. Alors justement, c'est la grande question. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a... I have to tell you something. This ICQ thing was, which everybody of you use it, is text messaging, was invented by 4 Israeli kids. 2 of them never finished high school. One of them was my oldest son, who was very bright, but he was thrown out of school at the 12th class. And sex-wise, I'm male, but gender-wise, I'm Jewish mother, you know, which is a state of mind. And for me, being Jewish mother of a bright kid who was thrown out of school was totally devastated. His partner was thrown out of school at the 11th class. And he always told my brother, my son, that he's smarter than my son because his brain was less contaminated by the school. And one day he came to me and he showed me a feature of the program. And I told him, look, of my age, nobody will understand it. He looked at me and he said, this doesn't matter. Your age, your generation is already dead. You are just not aware of it. So the fact that you and I are sitting here and speaking doesn't mean that we are not for all practical reasons dead. Clara Guémard. Oui. Et puis sur cette question culturelle, parce que je voudrais écouter Lorenzo aussi là-dessus, est-ce qu'il y a une différence entre l'Europe, les États-Unis? Moi, ce n'est pas là-dessus que je voulais répondre. Je voudrais simplement dire que c'est vrai que le digital a une importance considérable et croissante, mais il ne faut pas oublier quand même qu'à la fin des fins, il faut produire des objets. C'est-à-dire qu'on peut inventer tous les programmes de la Terre. Il y a un moment donné où la réalisation concrète des objets qui nous permettent de vivre, hein, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'industrie, il faut bien des hommes et des femmes pour les produire. Et que, je reviens à mon propos tout à l'heure, mais je pense qu'il est clé, parce que c'est ce qui va expliquer le futur, c'est que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que c'est le mariage entre le digital, entre la jeunesse, qui effectivement comprend des choses que nous ne comprenons pas, ou qui ont en tout cas un univers digital dans lequel nous ne sommes pas natifs, c'est le cas de le dire, en tout cas moi. Et ce savoir, je crois qu'il ne faut surtout pas opposer les jeunes et les vieux et l'Europe et les États-Unis. Ce qu'il faut, c'est savoir justement marier ce savoir-faire des générations passées qui ont un savoir-faire technologique et le savoir-faire digital. Et c'est à cette seule condition qu'on arrivera à trouver des espaces de croissance. Donc vous ne croyez pas aux différences culturelles en matière d'innovation? Alors, ce que je crois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, la France est un pays où il y a plein de créateurs. Regardez, vous interrogez tous les jeunes aujourd'hui qui sortent des grandes écoles. Ils veulent devenir chefs d'entreprise, hein, ils veulent devenir entrepreneurs. Hein, donc, je pense que l'esprit d'entreprendre, il existe des deux côtés des États-Unis, mais des deux côtés de l'Atlantique. En revanche, l'environnement politique, c'est pas la stimulation politique, c'est sans doute pas forcément tout à fait la même chose. Lorenzo. So I think there is a cultural difference, but I think it's rooted in the generational differences as well. So the future of innovation will come from millennials, right? And millennials, by definition, are digital natives. So I think you can't discredit what's happening at Google because there are different protocols that kind of dictate how ideas are weaved together, how they're prototyped, and how they actually become products. And I think there's something to be said about how different that is
from the major corporations that run business as we know it. For one, millennials and those folks at Google, they don't thrive in command and control hierarchical structures. And that's very much how innovation has been conducted and siloed by big corporations. Moreover, the people that are at Google, you sense this as you walk through the halls and as you speak to people over lunch, and I've been there, they're very purpose-driven. And I've been in numerous boardrooms with executives from big multinationals that don't really know why they're doing what they're doing. Right? You ask them more existential questions about what's behind their investments, and you kind of get a blank face. Moreover, this millennial generation, they're more prone to prototyping than they are to actual planning. So the big corporation, they spend months and months and months going through all these different stage gates before they actually materialize on an idea. And yet these kids over in Silicon Valley and Palo Alto and Menlo Park, they're conceiving ideas, and in a very rudimentary form, they're taking them to market. They're getting immediate feedback through real-time data. They're iterating and they're improving, and they're consistently in beta mode. Now, just to finalize, I want to refer to what you just said. There is a middle way, right? There's a dance between the old and the new that if you master, then you don't need to abdicate of anything, right? You're evolving. General Electric is a great example of that with their recently launched air conditioner in the US, which was a hybrid of very bottom-up invention from the masses in partnership with Quirky, which is this company. Just to give you a quick background, because I think this business model is very revealing. Quirky is a company that brings together people from all over the world that want to be inventors, product designers, people who have some intellectual capital to contribute to any one idea that's conceived. And this air conditioner was conceived by an American inventor, and hundreds of other people from around the world contributed to bringing that idea to life, with the back-end support of a company like GE and all its distribution power. And so they just recently launched an air conditioner that kind of represents this hybrid of intellectual capital. What are the different assets that you can get from the crowds, and what are the assets that you can get from centennial corporations like General Electric? And it's been a blockbuster hit. I don't know if you want to add to that. Thank you. Aymeric Henry, et puis ensuite Yossi Vardi. Non, moi je voulais juste faire 2 points sur la question de la culture. Donc il y a des études très intéressantes maintenant qui commencent à être faites qui mettent en parallèle le système éducatif des pays et la capacité, la production d'innovation. Donc quand je parle de système éducatif, c'est-à-dire dans les mesures qui sont produites par l'OCDE par exemple, à quel point on instruit en transférant la connaissance ou on le fait par la discussion. Donc en particulier en France, on prend beaucoup de notes, on a tendance à prendre beaucoup de notes, faire moins de discussions. Dans d'autres pays, c'est l'inverse. Et il semble y avoir une corrélation, pour l'instant ça reste un lien, entre le type de système éducatif et la capacité à innover. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose à prendre très sérieusement, réfléchir. Et pour l'instant, c'est encore des études naissantes, mais il faut y réfléchir. Deuxième point, c'est juste sur la culture de nouveau. Donc là, je vais faire un petit peu une pub pour un papier. Moi, j'ai pas de fusée ni de moteur, donc je viens avec mes papiers. Donc j'ai un papier qui regarde comment s'organise l'open source et un petit peu quelles sont les motivations pour innover. Et pour passer un petit peu outre, c'est pas facile de savoir comment encourager les gens à innover. On sait que c'est pas du tout par financièrement les récompenser au moment où il y a un succès. Donc comment les encourager? Et donc on regarde un petit peu les préférences sociales, la réciprocité, etc. Comment c'est organisé pour produire dans le domaine de l'open source peut-être des choses à apprendre pour des firmes innovantes. Yossi Vardi. I would like to demonstrate to you the difference in culture. One thing which I think Europe is missing is enthusiasm. You go to all these communities where you have the young entrepreneurs, Silicon Valley, Israel, Far East. You will see enthusiastic people. If I will ask if anybody is willing to go right now on the stage and dance, probably Lorenzo will be the only one who is willing to do it. Anybody here is willing to go on the stage and dance? Or you just going to stare at me? Let me try. Okay, I knew that you were the only one. No. On peut avoir de la musique, s'il vous plaît. I swear to you that I knew. Let me try to do something simple that you know how to do
since the day you were born. Can you scream? I will count until 3 and then scream as strong as you can. 1, 2, 3. You have a future. Yeah, maybe you are not so. Can you try it again? 1, 2, 3. Okay, so this is the culture. You need to have the passion. You need to have the enthusiasm. You need to go out of your way. You need to stand out of the crowd. You have to be willing to be unconventional. And until you make it part and parcel of the culture, of the way of living, nothing will help. Not government support, not technology, not education, etc. It comes from within. It's a power which drives you, affect your behavior, affect your inspiration, affect your relationship with your friends, affect with whom you want to be friends. And this thing, excuse me for saying, it has to develop it has to go a lot of way, other than this guy. Je vous avais dit que c'était Mick Jagger. Bon, maintenant, on va passer aux questions du public. Alors, on a des étudiants de Sciences Po qui doivent intervenir. Est-ce qu'ils sont là? Non, j'en vois un au fond. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Non, là. Columbia. C'est ici, là. Je vous donne mon micro. Je suis là aussi. Donc, bonjour. Allez-y. Bonjour à tous. Je suis Maxime Sauzet, je suis étudiant à Sciences Po, effectivement, et assistant de recherche. Déjà, merci beaucoup pour ce débat qui est vraiment intéressant. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de problématiques à étudier. Merci aussi de me donner l'occasion l'occasion aux étudiants de Sciences Po de participer à ce débat. Deux parties pour ma question. D'une part, je voulais revenir un peu à votre question du départ, Monsieur Garnel, finalement, et un peu au cœur du débat. Je pense que ce que Edmund Phelps ou Robert Gordon avaient en tête quand ils parlaient de la fin de l'innovation, c'était peut-être plutôt une perspective de long terme. Et en fait, si on regarde par exemple la courbe du PIB depuis l'an 0 ou l'an 1000, on se rend compte que cette courbe a été vraiment exponentielle. Et je pense que dans l'idée, c'était est-ce que ça peut continuer pendant des années? Est-ce qu'on peut toujours croître? Et est-ce qu'on peut croire à ça? C'est une vraie question. Je ne fais pas partie forcément du camp des pessimistes, mais c'est une question légitime à se poser. Si on regarde les exemples des mastodontes de l'innovation aujourd'hui, Facebook et Google par exemple, là aussi, si on regarde la source des revenus de ces deux compagnies, la plupart vient de la publicité. Là aussi, la publicité, c'est intéressant, il faut informer les consommateurs, etc. Mais est-ce que c'est un investissement ou est-ce que c'est des revenus qui sont vraiment productifs? Et est-ce que si les sociétés étaient vraiment innovantes, elles auraient besoin d'investir autant de milliards de dollars ou d'euros dans la publicité pour imposer leurs produits? Je ne sais pas, c'est une question ouverte. Donc ça, c'était pour le côté un peu pessimiste. Qu'est-ce que ça vous inspire? Juste pour finir, plus en termes de politique publique, bon, si on reste du côté pessimiste, est-ce que vous pensez malgré tout qu'il y a des solutions pour faire en sorte que même si la croissance est finalement de 0,6 au lieu de 1,6, la société continue et ça ira? Et si on repasse dans les chaussures de l'optimiste, il y a aussi une question qui me paraît importante, qui est que même si on a de l'innovation, comment faire que cette innovation ne soit pas accaparée par une petite partie de la population et faire qu'elle bénéficie au plus possible. Je pense que le succès de l'ouvrage de Thomas Piketty montre qu'il y a une inquiétude à ce sujet. Merci beaucoup. Alors, merci. Qui veut répondre à la première question? Christophe, est-ce que la croissance peut durer longtemps comme ça? La croissance, non, par définition. Globalement, oui. Dans le monde entier, c'est pour ça qu'on parle de mondialisation. J'espère qu'on ne parle plus de mondialisation au sens ancien du terme, qui était les intermondialistes versus les mondialistes. Maintenant, on s'aperçoit enfin que c'est un monde et que dans ce monde, il y a des parties qui bougent plus ou moins. Et que forcément, celles qui ont déjà beaucoup bougé, comme dirait la Palisse, elles bougeront moins. C'est un peu évident quand même. Donc les taux de croissance, on va forcément les trouver plus loin, comme dirait Clara, dans les pays pétillants que dans les... Effervescents. Oui, mais moi je préfère pétillant tout d'un coup, tu vois. Quand je pense à toi... pourquoi pas, c'est ça aussi l'innovation. Mais vraiment, oui, forcément, il y aura des différences. Il y a des moments où il y a des cycles, et les cycles, ça existe encore, même si, à mon avis, ça sera un long débat avec les économistes. Je pense que la notion de cycle a tendance à s'atténuer, et que cette notion, j'allais dire ancienne, qui était je fabrique beaucoup, et puis du coup, les prix baissent, et j'arrête de fabriquer, et les prix remontent, et je recommence, ça s'est vraiment atténué, pour
pour beaucoup de raisons que je laisserai le soin aux économistes expliquer. Mais moi, je voulais surtout parler de la problématique de la publicité, parce que j'y attache une grande importance. On fait très peu de publicité dans une entreprise technologique ou industrielle sur la qualité des produits. C'est quasiment terminé. Effectivement, les produits se vendent ou ne se vendent pas parce qu'ils sont bons. Nous, on est obligé de faire de la publicité d'image. Et ça rejoint un point que je disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut avoir des jeunes quand on est effectivement le représentant d'une vieille grosse compagnie avec une image de Richard, de pétrole, de salle, etc. Oui, c'est vrai que c'est plus dur d'attirer des jeunes. Oui, c'est vrai qu'il faut se battre et trouver d'autres modèles que simplement celui qui consiste à dire venez parce que les salaires sont meilleurs, parce qu'il faut de l'enthousiasme, etc. Donc toute notre campagne aujourd'hui, celle qu'on est en train de relancer, ça va être sur une campagne d'image, et surtout mondiale. Quand je vois des gens en France qui n'ont visiblement pas compris et qui m'ont dit c'est pas avec cette campagne que Total va se refaire une image, oui, mais c'était pas pour la France qu'on le faisait, c'était pour les 7 milliards d'habitants, on est désolé, et pas pour les 65 millions de Français, que je respecte beaucoup parce que j'en fais partie, enfin qui font maintenant un peu moins de 1% de la planète. Donc voilà, à mon avis, une partie de la réponse. Non, je ne crois pas que les sociétés fassent beaucoup de publicité sur les produits. Je parle des sociétés technologiques, parce que la technologie en pub, c'est très difficile à vendre, sauf bien évidemment quand on fait de la pub pour un iPhone. Et effectivement, je vends le 6 versus le 5S, etc. Avant, j'avais 4. Ils en font très peu d'ailleurs. C'est un autre sujet. You can sell version 6 oil. That's what we're doing. Sur la deuxième partie de la question, Lorenzo, peut-être, comment éviter juste, que la... Pardon, Étienne, juste pour terminer, le problème de la publicité, il ne faut pas confondre la publicité et l'image corporate. Ce ne sont pas les mêmes sujets. So, I mean, just to paraphrase the second question, I think it can be understood as how do you grow, how do you innovate gracefully, right, without destroying things around you? Is that a good way to interpret the question? Or? Yeah, how you avoid to that a small number of people exactly get everything. Right, which would be a negative byproduct of innovating. So I think we've entered an era where you can't talk about the quantity of growth or quantity of innovation without talking about the quality of innovation, right? And that's fundamentally different than the operating system that we've been running under for the past 40, 50 years, where you have core commercial activities that generate wealth at the expense of people and planet, so destroying, depleting resources and perpetuating the inequality gap in the world. And then you have peripheral, under-resourced, well-intentioned departments where all our nice initiatives are concentrated, as if we could neutralize bad karma with good karma. Those times are done. That way of thinking is outdated. It's actually obsolete, and it means nothing to the millennials who all these companies are so desperately trying to connect with. So what's the answer? The answer is actually just flipping a switch and looking at your business in a more systemic way, understanding that when you press a button here, you're actually unleashing a series of events that are interconnected, that impact a number of different people beyond your shareholders, all your stakeholders. So shareholder wealth need not mean stakeholder demise, right? You can't generate value by sacrificing values any longer. So the answer to your question is have everything and everyone in mind, and then you can perpetuate your profits. Because to the extent that you're actually enriching yourself, you're leaving a positive residual to people's lives. So there's a symbiosis in play right here, and you're creating a vitalic spiral of prosperity, which never needs to end. Clara Gamard, puis après on passe à la deuxième question. Oui, je voulais réagir sur ce qui a été dit parce que j'aime pas tellement cette opposition entre les millenniums et les grandes entreprises. Je pense qu'il y a aussi la jeune génération. Ce qui a d'importance pour elle, c'est pas tellement la croissance, mais c'est que ce qu'elle fait ait du sens. Et si je prends l'exemple de General Electric, nous on fabrique des produits qui permettent de répondre aux besoins vitaux de la planète. C'est d'apporter de l'eau, de transporter les gens, de leur apporter la santé, de leur donner de l'électricité. Et donc, nous, quand on recrute des jeunes, on leur dit, bon, bien sûr, vous pouvez aller chez Google et faire de la data, mais vous pouvez aussi faire ce qui est important, what matters. Et je pense qu'il y a cette opposition entre Google jeune et ce qui a du sens aujourd'hui dans la génération millennium, ça a du poids. Alors évidemment,
Il faut marier les deux, il faut arrêter de les opposer. C'est la même opposition entre les petites et les grandes entreprises. Je voudrais aussi réagir sur l'enthousiasme, parce que je pense que c'est justement ce dont on manque en France. Et il y a un élément, vous l'avez dit tout à l'heure sur l'école, mais il y a un élément qui est particulièrement important à l'école, c'est que nous avons construit l'école sur le résultat et sur la réussite individuelle. Et aujourd'hui, on est dans une économie qui est une économie collaborative. Personne ne peut réussir tout seul. Et jusqu'au bac, et même jusque quand on passe des concours, on réussit tout seul et en compétition avec les autres. Tant qu'on n'aura pas changé ça, on n'aura pas cet enthousiasme collaboratif qui permettra d'être innovant. On va passer à la deuxième question d'étudiants de Columbia. Non ? On n'a plus le temps, c'est ça que vous me dites ? Pardon ? She has a question. Oh, you... But I want to make a comment as an American, not as a Brit. You said it, Mr. Israel, although I totally agree with Clara about what she's saying about you have to have meaning. Everybody has to have meaning nowadays. It's not just the millennials, but anybody, what they're doing, they have to believe in it if they're going to be successful. But the thing about America, I think that's slightly different from the UK. I don't know about France, but I know it's the UK, is the fear of failure. In the UK, you cannot fail. If you try something and it doesn't work, you are marked forever. Now, maybe it's changing a little, but not a lot. In America, entrepreneurs are meant to fail. They're meant to do 2 or 3 or 4 businesses, and then they'll get one. People will fund you if you've got 2 or 3 failures, but now you're trying again. I have a feeling that in France, if you've had a couple of failures, you're going to have a hard time funding your new business. So that the difference, I think, between across the ocean and here is a culture difference, but it's a culture difference that starts out in the law. The bankruptcy laws in the US are different from the bankruptcy laws in Europe. They let you go again. What we need in Europe is to applaud people who try, even if they don't get it right the first time, because they'll probably get it right if we let them the 3rd or the 4th time. I wonder if you agree with that. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir à ça ? Non, Stéphane Israël. Non, mais je pense que c'est absolument clé. Effectivement, est-ce que l'on accepte l'échec ou pas ? Est-ce que quand on a un succès, il est collectif ? Voilà, et d'ailleurs il y a un peu un lien, parce que justement si le succès peut être collectif, finalement l'échec n'est pas un échec individuel aussi, donc ça fait partie d'aventure, et ça me frappe beaucoup effectivement cette différence. Et puis j'aimerais revenir effectivement sur cet enthousiasme et l'idée que l'innovation ou l'entreprise innovante donne du sens. Et ça, c'est quelque chose qui est très frappant, effectivement, aux États-Unis. Et la dernière chose, quand même, on a posé la question par rapport aux inégalités. Dans la Silicon Valley, il y a aujourd'hui une masse de capitaux disponibles, mais on sent aussi un monde totalement fait autour un monde qui accroît les inégalités. Et ça, c'est assez angoissant. Et cette espèce d'excès de richesse qu'on voit à Palo Alto, on sait que malheureusement, ce n'est pas un lot partagé sur tout le territoire américain. Donc quand même, ça séduit beaucoup, ça fascine un peu, et ça inquiète parfois. Un excès d'inégalité, un excès de richesse... un excès de richesse... Christophe et Yossi Vardi. Un excès d'inégalité. Très vite, par rapport à ce que vient de dire Barbara, je pense que c'est un peu moins vrai chaque jour. Cette notion de les États-Unis où on peut et l'Angleterre ou la Grande-Bretagne où on ne peut pas, je pense que c'est d'abord une culture d'entreprise, et l'entreprise a appris à savoir effectivement faire des erreurs et rebondir. Et qu'avec le monde moderne, justement, avec Internet, etc., on ne peut pas ne pas réagir tout de suite. Même Apple, là, qui fait un petit problème sur son système 8, etc., et qui ne marche pas, poum, cours de bourse, moins 4%. Si c'est ça le droit à l'échec, non, même pas. Un petit truc, un petit hiatus, ça tombe. Donc le monde moderne est effectivement très réactif et n'admet pas véritablement l'échec. C'est à nous, dans les entreprises, de l'accepter. Parce que je prends un autre exemple, les Américains s'amusent toujours avec le système politique français. Ils disent en France, vous adorez recycler vos présidents. Recycle your politicians. Moi, je dis non, on les rechappe. Mais ça, c'est du français versus l'anglais. Mais effectivement, aux États-Unis, on n'a pas le droit. Un président qui a été battu, il n'a plus le droit de se représenter.
Donc on peut trouver plein de raisons pour mettre les pays les uns en face des autres différemment. Moi, je ne crois pas vraiment à la différence de culture, je crois beaucoup plus à la différence de culture d'entreprise, celles qui sont modernes et qui acceptent le droit à l'échec, et celles qui ne le font pas. Mais l'histoire et la caricature un peu de l'américain entrepreneur et du français qui ne l'est pas, oui, notre système, je reviendrai plutôt sur notre système social, sur notre système éducatif. Mais sinon, de généraliser, c'est une erreur, parce qu'on a des Français hyper dynamiques et innovants. Merde. Et ce n'est pas parce qu'ils sont Français qu'ils ne sont pas bons. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on leur apprend, qu'est-ce qu'on leur donne comme choix, et est-ce qu'ils ont envie de se battre après. Et alors, je peux vous dire qu'ils soient Français, Japonais, Turcs, Américains, Allemands, même au Moyen-Orient, eh bien, ils auront la même envie de faire et de réussir. Ce n'est pas une question de pays. Alors, juste avant la question de Jean-Paul Fitoussi, je voulais juste entendre Yossi Vardi sur ce sujet, parce qu'en Israël, il y a quand même un climat un peu particulier sur l'innovation. Il y a énormément d'entreprises innovantes. Il y a notamment cette université qui est extraordinaire, qui s'appelle le Technion, qui a été créée en 1927, soit 20 ans avant la création de l'État d'Israël. Qu'est-ce qui se passe en Israël de si spécial pour que ça marche si bien? Parce qu'il y a quand même quelque chose d'un peu particulier en Israël. First of all, one comment regarding success and failure. Since 1996, I invested in some 85 Israeli internet companies. I had 24 exits, and I closed down 27 companies. Take it from me, it's much more pleasant to succeed than to fail, but keep it in this room. So this is one comment. Why in Israel there is this phenomena? I already mentioned it has to do with the spirit of the people. It has to do with the aspiration. It's not relate, as I said, the technology, the government are the fuel, but the spark, you have the government support and technology and education in many countries in the world. The spark is the human spirit. And now you have to remember something ethnic in Israel. Every Israeli kid has a pushy Jewish mother who tell him, after all what we have done for you, how come you are not bringing us a Nobel Prize? And this is the driving force. My mother used to tell me since I was 7 years old why all her nephews and nieces are geniuses, and she is the only one in the family that she has an idiot as a son. So when you grow against this kind of challenge, you have to go and to perform. And in spite of the fact that she may finished 8 years of study, she had a very good understanding of genetics. She said, you are idiot and they are smart because they are not contaminated with the genes of your father. And now you grow in this thing, you have to go and make startups and get your PhD, and you have to prove to your mother all your life. I'm trying still to impress her, though she died already 15 years ago. Jean-Paul Fitoussi. L'avenir appartient aux femmes, hein. Parce qu'il faut bien que l'avenir appartient aux femmes. Mais ça, c'est certain. Jean-Paul Fitoussi qui devait poser une question, qui n'est pas une femme et qui a sûrement encore un avenir. Alors, je vais vous donner le mien. Bon. Donc je voulais faire deux remarques. La première est relative à la différenciation entre catégories, les jeunes, les vieux. Et je me souviens d'un livre qu'avait écrit un de mes collègues célèbres, qui s'appelle Carlo Cipolla, et qui s'appelle The Basic Law of Human Stupidities, et qui disait que quel que soit le groupe concerné, le pourcentage d'imbéciles est constant. Bon. Et je crois qu'il avait fondamentalement raison. La deuxième remarque porte sur l'innovation, et j'ai l'impression que de la discussion, il ressort que le seul secteur porteur d'innovation est le secteur de la digitalisation. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas que ce discours nous fasse donner comme leçon aux jeunes, allez travailler dans le secteur de la digitalisation.
par définition, ils ne pourront pas tous y aller. Parce que nous leur avons déjà joué un mauvais tour, en leur disant « allez tous travailler dans le secteur financier ». On sait ce qu'il est advenu de cette leçon que nous leur avons donnée. Donc, pensons l'innovation comme quelque chose du quotidien, qui peut se faire quel que soit le métier exercé, j'allais dire, du balayeur au savant. Je pensais avoir bien fait la pub de General Electric, mais apparemment non. Yeah, please. Yes, but. And I say yes, but because technology has become really pervasive across all those industries, whether you're going to work in a bank, whether you're going to work in an auto manufacturer, whether you're going to work with virtual reality, biotech, agritech, nanotechnology, wherever it is, technology has become the lowest common denominator for innovation in all those industries. And that's why the generational gap is so relevant, because millennials are digital natives, right? So they're born with this natural ability to converse with technology and adopt these technologies quite rapidly. While I agree that we don't want everyone to work with digital, in the future, everyone will be working with digital in one way or another to a greater or lesser extent. Like everybody is working with electricity. Sure, sure, absolutely, yeah. But nobody is knowledgeable about electricity. Qui ici a encore un Nokia 3310 ? Parce qu'il y a quand même des gens qui sont un peu... Oui, alors Christophe de Margerie, il a un téléphone. C'est un cadeau de Jean Le Canuet, c'est ça ? Non. Le... Non, mais je vais en profiter puisque tu m'interpelles. C'est que récemment, j'ai perdu mon ancien Nokia, mais il m'en restait 4. J'en vois encore un ici, là. Non, et je suis passé à l'iPhone 5S. Et puis, j'ai commencé par regarder comment ça marchait. C'est très intéressant. J'ai découvert que tous mes collègues, ils étaient qu'au 4, ce qui prouve qu'on fait des breakthroughs, non pas technologiques, mais quand on prend quelque chose de neuf, eh ben, on en a un plus neuf que celui qui avait un plus vieux, comme dirait la palisse. Et donc, comme ça, on a tout de suite un plus récent. Mais surtout, j'ai été parler ensuite avec mon informaticien, ingénieur, et qui m'a dit d'abord, est-ce que tu as mis ton doigt pour avoir ton empreinte ? Il m'a dit oui, plus belle connerie que tu aies faite. Maintenant, tu es dans tous les réseaux. J'ai fait ça, moi. Il n'y a pas pire qu'un iPhone, surtout un 5S ou un 6, pour être entièrement pris. On n'a pas parlé tout à l'heure, on n'avait pas le temps, dans la technologie, de cybercriminalité, de tous les problèmes liés. Un iPhone aujourd'hui, je suis absolument plus libre. Voilà, avec le NSA, avec d'autres choses, parce qu'il y a de belles choses dans tout ça. Mais il y a aussi des vrais problèmes, pour en parler. Eh bien, moi, je n'ai pas envie d'être complètement suivi. J'ai envie de garder mes secrets, etc. Ça n'est plus possible. Alors attention aussi à ce genre de problème. Attention à ne pas expliquer aux jeunes qu'il y a toute la science, etc. Parce qu'ils vont avoir des problèmes un jour. Et quand c'est les autres, on s'en fout. Mais le jour où c'est soi-même, on n'aime pas ça. Alors j'aime pas utiliser cet argument. Mais voilà pourquoi j'ai repris ça. C'est parce que, un chef des services secrets que je nommerai pas, quand mon voisin se moquait de moi en disant « Regardez, demandez à Christophe son portable », et j'ai sorti mon Nokia. Et l'autre se marrait en disant « Vous avez vu ». Et le patron des services secrets de ce pays, que je nommerai pas, il a sorti son Nokia. Et il m'a dit « Quand je téléphone, je n'utilise qu'un Nokia ». Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus difficilement suivable qu'un iPhone. C'est tout. On va prendre une dernière question du... On va prendre une dernière question du public. S'il vous plaît, allez-y. Hi, my name is Magat. I have two comments. You call it, maybe it's a question, I don't know. But ma première réaction, c'est vis-à-vis de Stéphane Israël, ce que vous avez dit par rapport à la création d'inégalités. Moi, je suis chef d'entreprise aux États-Unis. Et quand je vois que j'ai sacrifié pour ma première société 6 ans de ma vie, 6 ans, pas de vacances, pas de voyage, rien, pas d'enfants, rien. Et si ma société réussit, tant mieux pour moi, clap, clap, clap. Et je ne pense pas que c'est parce que d'autres ne veulent pas entreprendre. Évidemment, si on n'entreprend pas, on n'arrive pas à certains niveaux. Voilà, mais ce n'est pas parce qu'ils ont fait ce choix-là que les autres doivent faire tous le même choix et pour qu'on reste tous à égalité. Donc de ce côté-là, ça m'a vraiment choqué ce que vous avez dit. And then Lawrence, so I just... Est-ce que je peux me permettre de répondre parce que je n'ai pas dit ça et je n'ai absolument pas condamné le succès lié à la création d'entreprises et le fait
qu'un créateur d'entreprise puisse s'enrichir. Je trouve ça parfaitement normal et je trouve ça très bien. Maintenant, ensuite, la question qui est posée à toute société, indépendamment de cette réussite individuelle, c'est comment elle corrige ces inégalités. C'est tout ce que j'ai dit. Je vous assure que ce n'était pas du tout une remise en cause de l'envie de réussir et de la récompense de la réussite. Il y a dans toute société posé la question de la façon dont on corrige les inégalités, parce que certains à un moment réussissent moins, et peut-être ça peut aussi les aider à réussir. Voilà. Donc il ne faut pas caricaturer. J'ai plus de choses à dire vis-à-vis de ça, mais c'est pas le moment, voilà, je pense. And Lorenzo, I just had a comment for you. If you don't know about this group right now, it's called Conscious Capitalism, and I think it's about all the ideas that you're defending, and I really agree with you on that. So Conscious Capitalism. Yeah, the good thing about conscious capitalism that it's made this whole hypothesis about doing well paying off in terms of bottom line results. It's turned it into a science, because this conscious capital movement has researched the performance of the S&P 500 companies and has seen that between 1996 and 2011, so a 15-year time span, companies that are more purpose-driven, that are asking these difficult questions, they actually outperformed their S&P 500 peers by 1,600%. So this whole idea that bringing purpose doesn't really connect with profit-driven environments is nonsense. It's no longer a hypothesis. It's actually empirical data. And my husband co-created it, by the way. Oh, John Mackey? And with Michael Strong, my husband and John. Ah, Raj Sisodia. Nice. On va vous laisser tous les deux. Hein, de toute façon, c'est malheureusement, on me fait signe que c'est la fin. J'aurais bien continué pendant quelques heures encore, sauf qu'on va commencer à avoir soif. Merci à tous, merci à tous nos intervenants, merci à vous tous. On peut les applaudir quand même parce qu'ils ont été très bons. Je constate quand même que personne ne croit à la fin de l'innovation ici.